faire la guerre, l'homme aime ça. Et pas qu'un peu. Durant toute l'évolution, l'être humain s'est occupé comme il pouvait en se tapant dessus. Les contextes de confrontation diplomatique et puis donc militaire entre les hommes, les différentes populations, ont poussé ces derniers à inventer, innover et donc pour garder le dessus sur l'adversaire. Nous allons aujourd'hui étudier qu'est-ce que la guerre a apporté en particulier dans le domaine du spatial. Le spatial, ça fait un moment qu'on y pense, et ouais. Mais fallait déjà savoir maîtriser pleinement les airs, les terres et les mers de notre planète. Donc on commence à gérer la planète avant de s'écarter autour. Donc nous allons donc laisser de côté toute l'évolution de l'homme de ses débuts à la fin du 19e siècle environ, mais je sais bien que de nombreux scientifiques de l'époque se sont penchés sur l'astronomie et l'aéronautique. Nous allons commencer notre analyse du développement du spatial par un premier événement traumatisant le monde entier, la Première Guerre mondiale. Alors cette guerre, que vous avez certainement dû étudier au collège ou au lycée, marque d'un point de vue industriel et technologique l'avènement d'une longue course au plus performant, plus ambitieux, etc. Toujours plus. Comme je vous l'ai dit, historiquement, la guerre, elle pousse la recherche technologique dans beaucoup de domaines. C'est d'ailleurs très intéressant pour les chercheurs, mais un peu moins pour l'humanité finalement. La Première Guerre mondiale, elle suit ce modèle jusqu'alors classique qui a été suivi pendant de nombreuses guerres, de nombreux combats, de nombreuses batailles pendant toute l'évolution de l'humanité. Alors la seule différence entre l'avant et l'après Première Guerre mondiale, elle naît finalement du contenu des innovations et de la rapidité fulgurante de celles-ci. Les premiers secteurs révolutionnés à cette période d'un point de vue technologique sont l'artillerie, les blindés motorisés, la marine et quelque peu l'aviation. N'oublions pas bien sûr l'étude de la chimie à des fins militaires et l'évolution de la médecine pendant cette période. Ce sont tous ces secteurs qui sont grandement évolutifs pendant la période de la Première Guerre mondiale. Donc, ensuite, de 1918 à 1939, on a une période relative de calme dans laquelle l'Allemagne est le pays qui se modernise le plus. Donc elle modernise son armée en négligeant totalement d'ailleurs les traités de réédition de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. C'est cette avancée technologique qui expliquera d'ailleurs, entre autres, les victoires de l'Allemagne nazie au début de ses conquêtes en Europe, un petit peu en Russie, un petit peu Afrique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le spatial, tel que nous le connaissons bien sûr, il prend sa place. Il prend pour la première fois une place centrale et importante du moins. Tout le monde ou presque connaît les fusées V1 et V2, donc ce sont, vous savez, les prototypes de missiles nazis qui sont intercontinentaux. Finalement, c'est les enfants des fusées. Enfin, c'est les anciens plutôt, les grands-parents des fusées si vous préférez. Elles étaient capables à l'époque, en 1945, de décoller verticalement, donc comme une fusée, et donc de suivre une trajectoire intercontinentale, donc d'aller d'un continent à l'autre, sur plusieurs centaines de kilomètres, et donc pour toucher une cible et faire de gros ravages. Elle ne pouvait d'ailleurs pas être touchée par les DCA classiques. C'était d'ailleurs hyper intéressant pour les armées d'en posséder. La seule armée qui en possédait, c'était l'Allemagne. Donc à l'époque, c'est seulement l'Allemagne qui possède ce prototype. Et peu de gens savent que des bases de lancement ont été installées sur toute la côte du rideau de fer, notamment les côtes françaises, mais vraiment toutes les côtes là où s'est déroulé le débarquement. Et peu de gens savent aussi que si les Alliés avaient mis quelques mois de plus à lancer le débarquement, Hitler aurait certainement été en mesure de lancer des frappes aériennes depuis l'Europe continentale, occupée bien sûr, et elle aurait pu toucher l'Angleterre ou plein d'autres points stratégiques, mais surtout Londres en fait, c'est là que se situait l'état-major des Alliés, et elle aurait pu anéantir à complète distance sans aucune perte alliée, complètement les ennemis anglais et américains, parce que les Américains étaient aussi sur le sol anglais à Londres pour préparer le débarquement. Enfin bref, ça aurait pu être vraiment différent, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis s'emparent des plans et de tous les projets spatiaux nazis qui étaient, donc il faut bien l'admettre, en avance considérable sur leurs ennemis. Des scientifiques nazis ont même été enrôlés par la NASA car ils étaient considérés comme extrêmement brillants et très utiles pour les intérêts états-uniens. C'est alors qu'on passe d'un contexte de Seconde Guerre mondiale au contexte de la guerre froide. Pendant cette dernière, les États-Unis livrent un véritable champ de bataille face à l'URSS de façon idéologique, une guerre idéologique face au bloc soviétique. Le vainqueur sera celui ayant posé le pied sur la Lune le premier, dans ce contexte de conquête spatiale, hors du contexte de la course à l'armement nucléaire. Des fonds et des sommes complètement délirantes seront alloués aux programmes spatiaux des deux camps, que ce soit côté états-unien ou russe, boostant de la même manière les recherches scientifiques dans le domaine aérospatial. Et oui, là c'est les scientifiques qui étaient contents. Bien que les cosmonautes russes dominent longtemps le combat avec notamment de nombreux records, tels que celui de la première sortie extravéhiculaire, c'est bel et bien la mission Apollo 12 qui permet le 20 juillet 1969 à deux Américains d'allunir et de fouler le sol lunaire pour la première fois de l'humanité.
Finalement, la course à l'espace et la course à l'armement nucléaire a considérablement épuisé les deux pays, qui étaient donc les puissances du monde pendant ce XXe siècle. Et cet épuisement aura duré des dizaines d'années, et ça s'est ressenti sur les populations notamment. Le premier à capituler est l'URSS qui implose véritablement dans les années 1990, laissant pour seul dirigeant du monde les États-Unis. Depuis la fin de la guerre froide, le budget de la NASA n'a cessé de baisser et les États ne fournissent pas autant d'énergie dans des projets spatiaux ambitieux mais parfois très peu fiables et réalistes. De nos jours, la variable ayant changé est l'apparition des entreprises privées comme SpaceX, je vous renvoie ma vidéo sur SpaceX, qui apparaissent avec de grands rêves et de quoi relancer l'engouement autour de la conquête spatiale. Au-delà de cela, nous avons pu observer que la conquête spatiale et la découverte aérospatiale du XXe siècle sont en grande partie dues à un climat de tension permanent entre différents pays du monde qui souhaitent régler leurs différends sans utiliser de bombes nucléaires, et donc en utilisant d'autres alternatives idéologiques puissantes telles que celle de la conquête spatiale. Merci de m'avoir écouté, pensez espace, pensez science, et à bientôt.